En raison de l'urgence et des enjeux à affronter dans l'immédiat, assez pressants, à mon sens, ce ne sont plus seulement les associations ou les fondations qui agissent en justice, ce qui était traditionnel ou ce qui était devenu traditionnel, et la défense du climat en est un contentieux très, très illustratif, très emblématique. Euh, mais aujourd'hui, les fondations, les associations sont accompagnées de nombreux citoyens partout dans le monde ou dans la majorité des pays du monde, citoyens qui tentent de figurer l'intérêt de toute une communauté envers la préservation d'entités naturelles, à la fois de communautés vivantes et aussi de communautés comme les générations futures, notamment les plus jeunes citoyens qui défendent en justice ce type d'entités naturelles. Alors, pour donner des exemples, certains sont déjà bien connus, mais c'est 886 citoyens qui ont agi aux côtés de la Fondation Organda aux Pays-Bas pour qu'il y ait une injonction faite au gouvernement néerlandais de se conformer à la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, trajectoire qu'il avait annoncée lors de l'accord de Paris en 2015, et qui ont victorieusement réussi à faire ployer la politique des Pays-Bas de façon définitive en décembre 2019. C'est aussi 17 000 citoyens néerlandais qui attaquent en carence fautive le même argument que pour un État Shell, leur carbon major, et pour tromperie. On pourrait multiplier les exemples en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande. Si on change de continent, on peut aussi les multiplier, puisque on a des enfants et adolescents américains qui, sur le fondement de l'idée d'un public trust, d'une fiducie pour tous, se battent contre l'administration fédérale américaine, du président Obama et maintenant du président Trump, pour une politique de préservation du climat plus agressive. Et puis, de même, des jeunes adolescents en Colombie qui se sont saisis de la justice pour faire reconnaître l'Amazonie comme une personne et, à ce titre, digne de protection dans sa fonction, notamment de préservation du climat. Donc on a dans ces derniers cas une figuration, une représentation, mais au-delà une figuration non seulement des générations présentes les plus jeunes, mais du futur, de par leur jeune âge. Et dans l'action américaine, il y a même un représentant des générations futures qui est introduit. Pour finir par la France, c'est bien près de 2,5 millions de personnes qui se sont saisies de la question du climat en signant la pétition aux côtés des associations, des 4 associations qui ont initié l'affaire du siècle, et qui ont aussi, non pas en justice cette fois, mais à côté de la justice, à mon sens, figuré cette communauté et reprocher à leur État, l'État français, une carence dans la protection du système climatique. Donc tous ces mouvements de citoyens aux côtés des corps intermédiaires traditionnels figurent à mon sens une communauté de risque, la communauté qui subit, qui encourt le même risque telle qu'elle avait été cartographiée par le sociologue allemand Ulrich Beck, qui ont cette même perception du risque et qui se sentent inclus dans le même risque et agissent en justice précisément pour provoquer une protection. Donc pour répondre complètement à la question posée, je dirais que la forme que prennent actuellement les actions citoyennes, que ce soit à l'égard de leur État, à l'égard de régions comme l'Union européenne, à l'égard des entreprises aussi, c'est celle d'une mise en mouvement de communautés de défense des intérêts communs, de leur entité commune, ce qu'elles vivent comme des grandes entités communes, la biodiversité, le climat, ce qu'on a, on y reviendra je pense, appelé anciennement des patrimoines communs, avec l'idée aussi que ces mises en mouvement, que la justice peut servir d'arène de
conscientisation, si on peut utiliser ce néologisme, ou de concernement, et que va s'y rediscuter la teneur de l'intérêt général quand elles agissent contre les États, la teneur de l'intérêt général et à quel point celui-ci doit comprendre la préservation de l'environnement en tant qu'intérêt commun, une rediscussion de l'articulation, en fait, de la place qu'on donne à la préservation de l'environnement. C'est également le cas à l'égard des entreprises, où ce qui est discuté, alors que ce sont pour les carbone majors par exemple, mais pour d'autres qui émettent par exemple ou mettent en circulation des produits phytosanitaires, ce qui est discuté alors qu'on est face à des activités pour certaines légales, c'est le poids des externalités négatives et une rediscussion justement de cette charge à l'égard de la préservation de l'environnement. Alors ça, c'est pour, je dirais, la partie pathologique, contentieuse de l'action citoyenne. À mon sens, la Convention citoyenne pour le climat trace une autre voie, c'est-à-dire la voie d'un gouvernement des choses, des entités naturelles, de nos équilibres avec les milieux, une voie qui soit plus pérenne, plus stable dans le temps, d'un gouvernement en commun des choses ou des entités, et qui se place moins sur un versant contentieux que sur un versant délibératif, voire contributif, de proposition. Qu'est-ce qu'on est prêt ensemble à articuler entre les différents intérêts, notamment économiques et de préservation de l'environnement. Elles ont énormément de particularités, ces actions. Alors, je prends toujours le contentieux climatique comme emblématique parce que c'est celui qui montre le plus d'évolution, mais il sera rapidement suivi de contentieux en défense de la biodiversité, à n'en pas douter, ou d'autres entités naturelles en grand danger. Et les particularités tiennent au fait qu'on assiste, ça c'est l'expression de Bruno Latour, je la reprends, à une reterritorialisation du global, c'est-à-dire que dans nombre d'États, sur beaucoup de continents, on n'a pas fait état de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, mais ils sont tout aussi concernés que la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, les États-Unis, le Canada et l'Europe. Dans nombre de régions, peut-être moins en Chine évidemment, où c'est beaucoup plus difficile, chaque citoyen, chaque communauté de citoyens est dans un réseau qui est aujourd'hui un réseau mondial, se saisit de ces questions de préservation de l'environnement, entité par entité ou de façon plus globale, et reterritorialise devant sa juridiction nationale, voire devant sa juridiction européenne pour les Européens, reterritorialise cette défense qui, à l'origine, et voilà où est l'évolution, avait été pensée à un échelon mondial. C'est-à-dire, je m'explique, dans les années 1970, à l'échelle internationale, quand on prend conscience de la gravité des atteintes que vont subir les milieux, les espèces, de la raréfaction, ce qu'on appelait la raréfaction des ressources, on va convoquer des notions qui marquent cet intérêt commun de tous, les notions de patrimoine commun, les notions d'intérêt commun, les notions de préoccupation commune, hein, puisque pour la Convention cadre de 1992 concernant la biodiversité ou le climat, on a parlé de préoccupation commune. Donc on convoque ce type de notions pour précisément marquer une affectation nécessaire, une protection nécessaire en faveur d'un bénéficiaire qui est très particulier, puisqu'on va parler de patrimoine commun de l'humanité, comme si cette humanité était une communauté bénéficiaire naturelle de la préservation du climat, de la biodiversité ou d'autres entités naturelles. Actuellement, on a parlé beaucoup ces derniers temps de l'Amazonie comme un patrimoine commun de l'humanité, comme le poumon de l'humanité. On a beaucoup entendu cette expression, et c'est cette idée qu'on aurait un bénéficiaire, une communauté bénéficiaire assez naturelle de la préservation, de la protection de l'environnement et des différentes entités.
Alors par là, évidemment, on en appelait à une idée d'affectation, hein, comme on l'a vu, à la reconnaissance d'un intérêt commun mondial, à l'identification de ce bénéficiaire, l'humanité, puis on déclinera à l'échelon européen et à l'échelon national chacune de ces qualifications. Nous, on parlera par exemple de patrimoine de la nation en France, et l'Union européenne parlera de patrimoine commun de l'Union européenne pour les espèces d'oiseaux, par exemple. Et d'autre part, on marquait par cette idée de patrimoine ou de préoccupation, à des échelles d'ailleurs diverses en fonction des qualifications, la nécessité de préserver pour les générations présentes, mais aussi pour le futur, de protéger ces entités, donc un devoir de transmission du monde du monde naturel tel qu'on l'avait reçu, naturel entre guillemets. Je ne m'explique pas sur cette question dans le peu de temps que nous avons. Donc l'idée générale était qu'en raison du caractère vital, hein, tout simplement pour l'espèce humaine, il y avait un rapport très anthropocentré de risque de disparition. Ces entités devaient être reconnues comme communes, protégées en tant que telles. Alors sans reprendre tout l'historique du relatif échec de ces constructions, je voudrais en venir à la phase que nous vivons actuellement, qui est une phase postérieure précisément à cette étape-là, celle où les organisations non gouvernementales, les citoyens, ce qu'on appellerait la société civile de façon générale, a pris conscience de l'insuffisance du dispositif actuel qui renvoyait aux États, à leur souveraineté, la protection des entités naturelles qui se trouvent sur leur territoire, un gouvernement mondial qui ne s'est pas mis en place, donc de l'insuffisance du dispositif actuel, de son inefficacité pour réagir. Alors, ça a été maintes fois dénoncé et les facteurs sont assez connus. Pour n'en prendre que deux qui sont les plus importants, c'est l'absence de représentation effective de cet intérêt commun distinct d'un intérêt que pouvait avoir chacun des États souverains. Et c'est également l'idée qu'on a beaucoup fantasmé cette communauté d'intérêt mondial alors que des États qui n'avaient pas eu le même niveau de développement économique dans l'histoire n'avaient pas les mêmes préoccupations vis-à-vis des entités naturelles de leur milieu. Et ce sont des arguments toujours récurrents quand on écoute, par exemple, les discours brésiliens sur l'Amazonie. Donc l'action des citoyens actuellement, quand elle vise les États et qu'elle leur reproche, parce que c'est ça le principal reproche, une carence de protection des entités naturelles, une insuffisance d'action vis-à-vis de leur préservation, c'est une saisine, correspond à une saisine précisément de l'idée de patrimoine ou de préoccupation commune, l'idée que nous sommes tous inclus dans le bénéfice, la relation avec ces entités et qu'on doit la prendre au sérieux sans la laisser totalement aux souverainetés étatiques ou en rediscutant à l'échelon de chaque État de l'articulation entre divers intérêts qui composent l'intérêt général et qui n'ont pas laissé, pour beaucoup de citoyens, mais c'est bien sûr l'objet d'un débat, qui n'ont pas laissé peut-être suffisamment de place à la préservation de l'environnement. Et c'est en quoi, à mon sens, on peut parler d'une reterritorialisation du global, c'est-à-dire que chaque communauté de citoyens nationale, régionale, se saisit de ces questions et mettent à l'épreuve leurs États, leurs entreprises, pour questionner l'articulation entre la poursuite d'intérêts divers et la préservation de l'environnement, et ce, à des échelles nationales ou européennes et non plus mondiales. Elle implique de façon générale, elle implique un certain basculement de l'individuel au commun.
une redécouverte de liens de solidarité, de liens d'interdépendance entre les individus. Le droit a été construit sur un mode, pour de très très belles raisons historiques, sur un mode très individualiste. Et là, on a à redécouvrir des liens d'interdépendance avec les milieux, les espèces végétales et animales, qui font qu'on contraint d'une certaine façon, que ce soit la propriété, que ce soit la liberté d'entreprendre, d'intégrer ce lien d'interdépendance et la finitude des ressources, entre guillemets, dans un droit pensé comme individualiste pour penser cette inclusion et cette interdépendance, cet intérêt commun. Et donc, pour traduire cet intérêt commun, on peut avoir à le traduire à la fois sur un plan substantiel, des notions qu'il faut introduire et qu'il faut prendre au sérieux, puis à la fois sur un terrain procédural qui on peut reconnaître comme légitime à agir en défense des milieux ou des espèces. Alors, sur le plan substantiel, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de construire, de nourrir et d'accepter surtout de donner effet à des notions qui reflètent précisément ces intérêts communs, ce lien d'interdépendance, comme le patrimoine commun, comme la chose commune, parce que plus exactement, ce que ça implique, c'est de redécouvrir et de donner effet, je le disais, à ces qualifications qui existent dans notre droit positif. C'est par exemple le cas à l'article L110-1 du Code de l'environnement, qui établit toute une liste d'entités qui relèveraient du patrimoine commun de la nation et qui associe à cette liste les principes du droit de l'environnement, que ce soit la nécessité de protection, de participation, d'information des citoyens ou de précaution, mais de lui donner véritablement les suites effectives que cette reconnaissance d'un patrimoine commun implique. De même, on connaît à l'article 714 du Code civil une qualification qui est celle des choses communes, définie comme celles qui n'appartiennent à personne et qui sont d'usage commun de tous. Prendre au sérieux cette qualification, ça implique de protéger des entités qui seraient reconnues, ça n'est pas fait, comme choses communes, qui pourraient être qualifiées telles, comme le système climatique par exemple, on peut en discuter, afin de garantir à terme pour le présent et pour le futur un usage commun de tous. C'est d'ailleurs ce que l'on propose à l'issue d'un projet de recherche collective qui a été financé par la mission Droit et Justice, c'est-à-dire des propositions de réforme en ce sens, donnant de l'effectivité à ces qualifications qui sont déjà de droit positif. De façon générale, donc, ça implique de prendre au sérieux ces qualifications qui portent un intérêt commun, d'y admettre certaines entités et certains milieux comme d'intérêt commun, et d'en faire découler des exigences effectives de protection, une obligation de protection pour l'État ou toute autre personne, d'information, voire de participation à la protection des citoyens, de développer des effets qui prennent au sérieux l'intérêt commun et ce lien d'interdépendance de tous avec ces entités naturelles. D'ailleurs, il me semble que c'est l'une des voies qu'a tracé le Conseil constitutionnel quand, dans sa décision du 31 janvier 2020, remarquable à plus d'un titre, il a pour la première fois activé l'idée de patrimoine commun des êtres humains qui se trouve dans le préambule de la Charte constitutionnelle de l'environnement pour nuancer la liberté d'entreprendre de société. Concrètement, je veux dire, il a admis que l'interdiction de la production, du stockage et de la circulation de produits phytosanitaires s'étendent hors des frontières de la France à l'égard d'entreprises pour faire respecter le patrimoine commun de l'humanité, des êtres humains en l'occurrence, selon l'appellation de la Charte constitutionnelle de l'environnement. D'autre part, sur le plan procédural, cette fois, cette reconnaissance et ce basculement qu'elle impliquerait de l'individuel au commun impliquerait d'admettre des modes de représentation des communautés bénéficiaires,
On peut aussi penser à la représentation hors du contentieux de communautés de délibération, de communautés de contrôle de la protection, mais dans le contentieux de communautés bénéficiaires, que ce soit les citoyens existants ou les générations à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas leur reconnaître uniquement des droits subjectifs individuels, ceux qui sont le plus souvent brandis en justice, comme la défense du droit à la vie, à l'alimentation, à l'eau, à vivre dans un environnement sain ou dans un système climatique stable, mais plus profondément, à leur reconnaître des intérêts qu'ils sont porteurs, qu'ils sont les défenseurs aussi d'intérêts plus diffus, même si les droits subjectifs ne sont pas violés, porteurs d'intérêts diffus, c'est-à-dire d'intérêts comme les reconnaissent certains droits portugais ou latino-américains, des intérêts transindividuels et indivisibles, qui concrétisent l'idée que chacun est inséré dans une même relation d'interdépendance inclusive, relation aux entités, au milieu naturel. Et ça impliquerait profondément un changement dans l'appréciation de l'intérêt et de la qualité à agir et une beaucoup plus large recevabilité en justice de l'action des citoyens en défense d'entités communes.